Bonjour, ce cours porte sur les machines à état fini, la logique séquentielle et les processeurs. Il sera décomposé en plusieurs vidéos, chacune dédiée à l'un de ces thèmes. Les systèmes étudiés dans le chapitre précédent étaient combinatoires. L'état des sorties ne dépend que des entrées dans ce cas-là. De nombreux problèmes quotidiens sont organisés de manière temporelle, par exemple les recettes de cuisine. Dans ce cas, la sortie du système dépend des entrées, mais aussi des étapes précédentes. On ne peut pas permuter les étapes de la recette de cuisine, bien que les ingrédients soient identiques. Les concepts d'algorithme, la résolution d'un problème en suivant des étapes, ont été posés par un mathématicien perse du IXe siècle, Al-Khwarizmi. La première machine automatique séquentielle est la Pascaline, la calculatrice construite par Blaise Pascal. Ensuite, le métier à tisser jacquard introduit la notion de programme en utilisant des cartes perforées pour choisir les motifs sur le tissu. Au XIXe siècle, Ada Lovelace propose le premier programme de l'histoire pour la machine de Babbage qui reprend les éléments des ordinateurs modernes. Ensuite, les ordinateurs apparaissent, comme nous l'avons vu dans le cours précédent. La théorie des machines à état fini est très complexe et elle n'est pas au programme. Nous allons simplement présenter deux exemples, l'un issu du monde de l'informatique, l'autre de l'électronique et des télécoms, pour illustrer ces concepts. La très grosse différence entre les machines à état fini et les systèmes combinatoires est liée au fait que la sortie d'une machine à état fini dépend évidemment de ses entrées, mais aussi de tout son état précédent. C'est donc un système séquentiel, le temps entre en compte. D'un point de vue théorique, une machine à état fini va être représentée par un certain nombre d'éléments. Un ensemble d'entrées possibles, noté sigma, un ensemble fini d'états possibles, noté grand S, qui contient S0 qui va être l'état initial de la machine. Un ensemble de sorties possibles, noté lambda majuscule, une fonction de transition de l'automate de la machine, qu'on va noter grand T, qui, à une combinaison d'états et d'entrées, fait correspondre un nouvel état. Et une fonction de calcul des sorties en fonction d'état, notée grand O, qui fait correspondre à un état, une combinaison des sorties. De ces éléments théoriques, on peut déduire plusieurs choses. À un état donné de la machine, il n'existe qu'une seule combinaison des sorties. Ça veut donc dire que si on a deux états différents des sorties, il y a nécessairement au moins deux états de la machine. Le nombre d'états de la machine est fini. La machine a un état initial et peut avoir ou non plusieurs états finaux. Enfin, le nombre d'états est totalement indépendant du nombre d'entrées et ou de sorties de la machine. Le fonctionnement d'une machine à état est souvent représenté dans un diagramme qu'on appelle le diagramme des états et transitions. L'état de la machine et des sorties sont placés sur les sommets du diagramme, ici donc A, B, C et D. Les transitions sont représentées par des arcs étiquetés. Les arcs sont donc les flèches que vous voyez entre chaque bulle, et ces flèches sont orientées. On voit par exemple qu'il y a deux flèches, une pour aller de A à C, une pour aller de C à A. A l'inverse, il n'y a pas de flèche pour aller de D à A, par exemple. La machine va rester dans son état tant que les conditions permettant d'aller vers un autre état ne sont pas satisfaites. Ce diagramme va permettre de décrire tous les cas possibles et toutes les transitions possibles de la machine. Généralement, avant d'établir une machine, on passe souvent par un diagramme simplifié au brouillon. Afin d'illustrer le principe des machines à état fini, j'ai choisi un exemple dans les jeux vidéo. Nous allons réaliser un programme qui va gérer le comportement d'un personnage non joueur, donc joué par l'ordinateur. Ce personnage a 4 actions possibles qui sont présentées sur cette diapositive: patrouiller, attaquer, fuir ou mourir. Il est capable de percevoir 3 informations différentes: la présence d'ennemis, une forte perte de points de vie et sa mort. À partir des éléments précédents, le graphe des états et transitions est construit. Ce graphe décrit le comportement du personnage en fonction de son environnement et de son état actuel. Par exemple, s'il patrouille et qu'il voit des ennemis, il va attaquer. S'il n'y a plus d'ennemis, il se remet à patrouiller. Si lors de ses attaques il reçoit trop de dégâts, alors il va fuir. Enfin, s'il reçoit un coup fatal, donc ses points de vie sont nuls, il est mort. On constate que lorsque le personnage arrive à l'état mort, il ne peut plus sortir de cet état puisqu'aucun arc ne quitte cet état. Il n'y a pas de flèche sortante.
dans le graphe précédent, nous n'avons indiqué que les conditions qui font changer d'état. Pour que le graphe soit complet, il peut être nécessaire d'indiquer les conditions qui maintiennent dans l'état actuel. Puisque nous connaissons les conditions pour quitter un état, nous pouvons en déduire les conditions qui permettent d'y rester en utilisant les principes de la logique booléenne et le théorème de De Morgan. Nous avons l'exemple ici pour la condition patrouiller qui est détaillée. Ainsi, notre personnage restera dans l'état patrouillé s'il n'y a pas d'ennemi et qu'il n'a pas subi de blessure et qu'il n'est pas mort. Comme nous l'avons constaté précédemment, il n'est pas possible de quitter l'état où le personnage est mort. C'est un état final de la machine. Aucun arc ne quittant cet état, sa condition de maintien est toujours vraie. Elle est notée 1. Certaines machines n'ont pas d'état final, elles effectuent donc des cycles. Pour l'écriture du programme en Python, on considère que 3 fonctions, coup fatal, ennemi en vue et blessure grave, nous retournent une valeur booléenne. De même, les actions sont représentées par 4 fonctions qui seront appelées selon le diagramme des états construit précédemment. Le comportement de la fonction patrouiller est détaillé ici. Attention, il ne peut pas être utilisé directement car il conduirait à un débordement de la pile d'appel. L'état actuel du personnage peut être représenté par une valeur entière que l'on appelle variable d'état. Cette valeur sera mise à jour en fonction de l'état du personnage et des informations reçues. Il n'y a alors qu'une seule fonction qui met à jour la variable d'état en fonction de sa précédente valeur, donc de l'état précédent, et des entrées. Ainsi, le programme gagne un peu en lisibilité d'écriture. Avec la même approche, une valeur va représenter les entrées. Comme les entrées sont booléennes, on peut construire une valeur entière en utilisant le code binaire naturel, chaque entrée étant associée à un bit. Par exemple, si le PNJ a des ennemis en vue et une blessure grave, la valeur est 4 plus 2, 6. Le diagramme des états et transitions précédemment construit peut maintenant être transformé en un tableau à 2 dimensions. La partie gauche représente les entrées. Ici, nous avons mis la valeur entière comprise entre 0 et 7, ainsi que sa décomposition selon les 3 variables booléennes. La partie droite permet de lire l'état futur en fonction de l'état actuel. L'état actuel est dans l'une des 4 colonnes. L'état futur correspond à l'intersection de cette colonne et de l'état des entrées. Ainsi, un personnage qui patrouille et aperçoit des ennemis, donc avec une valeur d'entrée de 4, va passer à l'état 1, qui est attaqué. Le programme devient beaucoup plus simple à écrire. Un tableau bidimensionnel, une double liste en Python, contient la table des états et transitions. Le programme va simplement lire les différentes entrées, calculer la valeur entière associée et ensuite chercher dans le tableau la case correspondante à son état actuel et à la valeur des entrées. Ensuite, il n'a plus qu'à appeler la fonction d'action correspondante. Cette solution est encore utilisée avec plus d'actions qui sont elles-mêmes décomposées dans des machines à état fini. Par exemple, les actions de combat vont utiliser l'équipement du personnage, son environnement, le nombre d'ennemis, pour décider de l'action. Les seuils de décision sont aussi modifiés de manière aléatoire pour rendre le comportement moins mécanique. En Python, il est possible de noter des noms de fonctions dans des listes. Attention, ce sont bien des noms de fonctions et pas des chaînes de caractères, il n'y a pas de guillemets. Le programme est encore plus simple alors à écrire, il n'est plus nécessaire de faire l'association entre la valeur d'état futur et la fonction appelée, et on stocke donc le nom de la fonction dans la liste bidimensionnelle. On utilise le contenu de la liste bidimensionnelle exactement comme une fonction, donc avec des parenthèses vides pour l'appel. La même chose pourrait être faite en C avec des pointeurs sur fonction. Notre machine à état fini est donc représentée par 2 valeurs, l'entrée de la machine et l'état actuel de la machine, et un tableau qui stocke l'état futur de la machine en fonction de l'état actuel et de la valeur des entrées. Nous avons vu qu'elle est très simple à programmer et très facile à faire évoluer, puisqu'il suffit de mettre à jour le tableau pour changer le comportement d'un personnage. Dans notre exemple,
il sera facile de modifier notre personnage pour qu'il fuit toujours en présence d'ennemis. Cette même approche peut être utilisée avec des composants électroniques pour construire des automates.